Donc on va parler de la PNL aujourd'hui au service de la performance commerciale. Peut-être que je vais commencer par me présenter. Je vous montre une slide, mais je ne vais pas la commenter, vous la lirez, mais je vais vous dire un petit peu de choses sur moi. Moi, je suis tombé un peu dans la bassine de la PNL très tôt, parce que je suis maître praticien depuis 1993. Et ça a été le premier outil que j'ai utilisé dans mon métier de consultant formateur en communication, management et création d'esprit d'équipe. J'ai créé ma structure M-Evolution en 2005, dont la mission est agir pour libérer les hommes et les organisations. Et j'ai, on va dire, une mission personnelle qui est d'aider l'autre à devenir une meilleure version de lui-même pour qu'il devienne à la fois leader et proactif. Voilà. Et je suis ravi de partager avec vous ces outils PNL. Ils m'ont aidé à la fois dans ma mission, enfin dans ma façon de faire du consulting aujourd'hui, et puis ils m'aident aussi tous les jours pour vendre mes missions. Et donc, je vais essayer de vous faire partager l'ensemble de ces missions-là. Voilà, je suis professeur de leadership et de développement personnel à l'EM Lyon, dans lequel je diffuse l'ensemble de des pools du professeur. Un background PNL, c'est vous dire comme la PNL est pour nous quelque chose d'important. Voilà. Alors, je vais peut-être démarrer par vous définir un petit peu la PNL. Alors, est-ce que beaucoup d'entre vous connaissent la PNL? Et alors, dans mon écran, je ne vois pas. Est-ce que je vais pouvoir avoir la visibilité? Peut-être que vous pouvez réagir sur le chat. Et Nicolas pourrait me dire, est-ce que je vais pouvoir voir les participants et voir, voilà, je vais avoir une fenêtre participants et éventuellement avoir vos réactions. Non, je ne vois pas si… je ne vois pas vos réactions. Vous me direz. Bon, donc je définis, pardon. Hop, je suis reparti en arrière sur mon slide, excusez-moi. Définition de la PNL. Donc, les origines de la PNL, c'est 1970. Ce qui est intéressant à savoir dans la PNL, c'est que c'est Richard Bandler et John Grinder qui ont essayé de comprendre en fait comment la PNL faisait pour pouvoir être à 100%, comment les gens faisaient pour pouvoir être performants en termes de communication. Et ils se sont intéressés en fait à aller chercher en fait des gens qui étaient vraiment performants dans cette communication. À partir de là, ils ont été voir des gens du showbiz, des hommes d'affaires, des scientifiques, et puis ils ont découvert en fait que les gens qui étaient performants émettaient des programmes. Alors un programme en PNL, c'est une succession de séquences sensorielles. C'est quelque chose qu'on va pouvoir étudier. Qu'est-ce que c'est qu'une succession de séquences sensorielles? C'est, imaginez le matin quand vous vous levez, vous voulez étudier le programme de vous lever. Et l'idée du programme de se lever, c'est de se dire, tiens, je vais regarder ce qui se passe quand mon réveil sonne. Et il y a un moment donné, je me dis un certain nombre de choses, je ressens un certain nombre de choses, et je vais pouvoir avancer dans ce que je suis en train de pouvoir. Donc, je me dis, je ressens, et du coup, peut-être ça produit une action. Et donc, l'idée, c'est d'étudier quel est le bon programme. Alors, on étudie des programmes pour vendre, pour se motiver, mais comme se lever. Et l'idée, c'est de se dire, tiens, ces programmes-là, ils existent et je vais pouvoir, en fait, les modéliser. Je suis capable de modéliser à la fois mes programmes et je suis aussi capable de modéliser les programmes des autres. Le terme neuro détermine le fait que, en fait, le système sensoriel alimente, en fait, alors le système sensoriel, c'est toutes les sensations que nous avons, nos 5 sens alimentent notre cerveau. Et c'est à travers, en fait, la réaction qui s'opère dans notre cerveau que je vais produire un certain nombre de choses. Et puis le terme linguistique, c'est l'idée qu'on va pouvoir étudier à la fois la communication verbale et à la fois la communication non verbale. Alors le terme est très barbare, on l'utilise peu, et moi je définis la PNL comme étant une boîte à outils. Une boîte à outils qui permet à la fois en fait de mieux me connaître, de mieux connaître l'autre et qui me donne une passerelle entre moi et l'autre. Alors, je vais réessayer parce que du coup, j'ai perdu complètement la vue de ce que je partage et ce qui n'est pas du coup… alors,
une fois qu'on a défini ça, c'est intéressant de se dire que les mots qui existent, donc c'est ce que je suis en train de vous donner comme information, ne traduisent que 7% en fait dans la compréhension que l'on va pouvoir avoir de l'être humain. La voix, c'est 38% de l'influence de quelqu'un et les comportements, c'est 55%. Donc en fait, il y a 93% de la communication qui est non verbale. Et l'idée de la PNL, c'est d'essayer d'étudier aussi qu'est-ce qu'il y a derrière ces 93% et comment je peux travailler avec son influence pour pouvoir avancer. Alors, ce que j'ai choisi, puisque la PNL, c'est 2 ans d'études, ce que j'ai choisi, c'est d'être en capacité, en fait, de vous présenter qu'une partie, en fait, des outils PNL. C'est le parti pris que j'ai fait. Maintenant, pendant les questions-réponses, on pourra creuser et aller un peu plus loin. La première partie, donc on va voir 3 outils ensemble. Un outil qui s'appelle la carte du monde. Quelque chose qui est, à mon avis, extrêmement impactant dans la vente, c'est la notion des croyances et des croyances. Puis, il n'y a pas de vente objectif. Tous les commerciaux ont des objectifs et on travaillera à voir comment est-ce que la PNL revisite en fait les objectifs qui sont derrière. Voilà, et puis je ferai peut-être une petite conclusion sur les présupposés qui sont évoqués par la PNL. Donc le premier outil que j'avais envie de présenter, de partager avec vous, c'est que la réalité, ce n'est pas la réalité qui nous limite, mais c'est l'idée qu'on s'en fait. Alors ça, on va donc observer ce qui s'opère là-dedans. La flèche jaune que vous voyez ici, c'est l'information que je suis en train de vous envoyer, mais c'est toute interaction qu'il peut y avoir. Dans une vente, vous avez un acheteur, un vendeur, il y a donc une interaction. Le vendeur a des besoins, il les exprime et les envoie à l'acheteur. Pardon, l'acheteur a des besoins et il les exprime. Et inversement, le vendeur a des produits et veut pouvoir les présenter et les envoie. Donc, à partir du moment où vous envoyez une information, c'est l'émetteur qui est ici. Ce qui est intéressant derrière, c'est de se dire, je prends cet émetteur et puis il arrive en fait à travers mes 5 sens. La réalité en fait n'existe pas, elle existe qu'à travers votre expérience sensorielle. Et la première chose qui est importante de comprendre en PNL, c'est qu'en fait il existe une déperdition entre ce que vous pensez voir et en fait cette réalité. Je ne vois pas tout, je n'entends pas tout, je ne ressens pas tout. Il est impossible en fait d'avoir une réalité vraie. Chacun a une déperdition. Alors, bah, vous avez probablement fait cette expérience-là quand vous allez à 2 en rendez-vous. Vous vous déplacez à 2, vous écoutez la personne, etc. Puis après, vous débriefez de ce que cette personne a pu dire. Et à ce moment-là, vous vous découvrez et vous voyez qu'effectivement, il y a une difficulté parce que vous n'avez pas entendu la même chose. Non, il n'a pas dit ça. Si, je te dis, il a dit ça. Donc ça dure une fraction de seconde, cette déperdition, et vous avez donc cette expérience de référence à travers vos 5 sens. Dans la même fraction de seconde, vous allez en fait confronter votre perception avec votre vécu. Et votre vécu va influencer la façon dont vous avez perçu les choses. Si votre vécu est positif, imaginez que vous avez déjà rencontré une personne, que cette personne vous paraît intéressante, qu'il vous semble que vous pouvez faire des affaires ensemble, ça vous intéresse. Tout ce que cette personne va pouvoir vous dire va être influencé de façon positive par votre vécu. Mais à l'inverse, si vous connaissez cette personne ou si on vous a dit que cette personne pouvait être difficile en affaires ou était peut-être un peu tordue, etc., dès le démarrage, la perception de l'information va être influencée par ce vécu. Dans la même fraction de seconde, donc les 3 opérations s'opèrent dans la même fraction de seconde, même si moi je vous les détaille de façon successive, vous avez un filtre qui va s'opérer autour des valeurs. Donc, vous avez perçu, vous avez votre vécu et le système de valeurs, l'éducation, va donc influencer la façon dont vous allez percevoir en fait les choses. Dans votre éducation, et je parle aussi de l'éducation professionnelle, vous avez le sens de ce que c'est que bien faire, d'être performant dans une présentation. Et forcément, quand vous entendez quelqu'un d'autre vous présenter, et là, vous êtes en train de le faire,
vous êtes en train de dire, tiens, j'aime ce qu'il me dit, non, j'aime pas ce qu'il me dit, j'adhère, etc. Et ça, c'est votre système de valeurs qui est en train, en fait, de pouvoir l'opérer. Okay. Donc, ces 3 éléments vont constituer ce qu'on va appeler une représentation. Vous avez donc là les 5 sens, le vécu, l'éducation et le système de valeurs. Et la représentation en PNL, on va l'appeler une carte du monde. Alors, ça rentre dans leur langage et demain, peut-être, vous direz non, je n'ai pas la même carte du monde que toi, parce que c'est un code qui est bien pratique pour exprimer en fait ces 3 éléments qui sont derrière en fait l'expérience de référence. Alors, pourquoi la carte du monde? Alors, je vais interagir avec l'un d'entre vous. Je vois donc Nicolas, donc je vais poser la question à Nicolas. Nicolas, qu'est-ce que tu vois dans le dessin que je suis en train de montrer avec ma souris? De façon très factuelle, je vois le continent américain, les Voilà, continents américains. absolument. Et donc, la carte, c'est un dessin. Et c'est un dessin du territoire. Et qui dit dessin, dit angle de vue. Je pense que ni Nicolas ni moi n'auraient dessiné le monde vu sous cet angle. Voilà. Et l'idée de la carte du monde, c'est de comprendre qu'en fait, nous avons un angle de vue différent, quelles que soient en fait les personnes que nous sommes. Et c'est peut-être de se dire, bah tiens, je vais aller dans la compréhension en fait de l'angle de vue de l'autre. Alors, on se dit oui, je sais, je comprends bien la position de l'autre. Et dans les formations PNL, ce qui est très intéressant, c'est qu'on fait même l'exercice de se mettre dans les pompes de l'autre. Et quand on dit dans les pompes de l'autre, c'est d'être capable de dire je à sa place. Et ça, c'est très intéressant commercialement de se dire tiens, je reformule les besoins de l'autre tels que je l'ai compris et je vais les reformuler en disant je à sa place. Vous allez voir, quand vous dites je, il y a des choses dont vous êtes sûr et il y a des choses dont vous êtes moins sûr. Et là, vous vous dites tiens, est-ce que c'est mon interprétation ou est-ce que c'est réellement ce qu'il m'a dit? Et là, on vient dans une finesse de vouloir essayer de rentrer en fait dans les entrailles des valeurs, du vécu et du système de perception de l'autre. Alors, on va tirer ensemble 7 constats autour de la notion de carte du monde. La première, c'est que ma carte du monde, ce n'est pas le monde. Ça a l'air d'être bête comme ça, mais c'est toujours important de pouvoir se le rappeler. Le deuxième constat, et c'est un des éléments les plus importants que j'aurais envie d'échanger et que j'aimerais que vous reteniez aujourd'hui, c'est que chaque carte du monde exprime une intention positive. Ça veut dire que quand j'entreprends quelque chose, évidemment, je suis prêt à défendre ce que je vais dire avec conviction, parce que ce que je dis est porteur de mes valeurs et de mon vécu. Si certains d'entre vous ont entendu la PNL avec, voilà, c'est des outils de manipulation, c'est des outils un peu tordus, ça ressemble à quelque chose qui peut être utilisé dans les sectes, etc. Évidemment qu'ils ne vont pas adhérer à ce que je suis en train de dire de la même façon. Mais comprendre l'intention positive, c'est d'aller se poser la question en quoi c'est positif, non pas pour moi, mais pour lui. Si la personne est en train de faire ce qu'elle est en train de faire, c'est qu'elle pense qu'au moment où elle le fait, peut-être qu'après elle va regretter, hein, mais au moment où elle le fait, elle est convaincue que c'est positif. Je prends un petit exemple parce que ça vous est sûrement déjà arrivé. Moi, j'ai 3 enfants et j'ai élevé mes enfants dans l'idée qu'en famille, on se disait la vérité. Donc, on ne ment pas. Or, il est arrivé et il m'est arrivé déjà de mentir, même si j'ai la conviction profonde que mentir, c'est pas bien. Mais quand je l'ai fait, je me suis trouvé de bonnes raisons. Je me suis dit, tiens, peut-être que c'est pas utile de lui dire, j'ai pas envie de le vexer, peut-être que c'est pas le bon moment, peut-être qu'il va pas l'entendre, donc ça sert à rien. Donc, quoi qu'il arrive, l'intention positive, c'est quelles sont les bonnes raisons qui vont faire que je vais faire ce que je fais. C'est le travail que fait un avocat. Quand vous prenez quelqu'un qui a commis un homicide, il va traduire, en fait, essayer de vous faire comprendre quelles sont les bonnes raisons pour lesquelles il va mettre en place, en fait, ce qu'il fait. Je ne dis pas qu'il faut excuser, je dis qu'il faut comprendre, en fait, cette notion d'intention positive. Voilà, c'est ça, et en fait, ça va nous ouvrir des champs et un champ de possibles différents, parce que vous allez réfléchir autrement quand vous allez comprendre cette intention positive.
Alors, très intéressant à comprendre dans une entreprise, c'est qu'il y a autant d'individus qu'il y a, en fait, il y a autant de cartes du monde qu'il y a d'individus, mais surtout, chaque individu et chaque métier défend une carte du monde différente. Dans une négociation, si vous avez en face de vous un financier, ou si vous avez en face de vous un commercial, ou si vous avez en face de vous quelqu'un qui est technicien ou qui est responsable de la qualité, ils ont dans leur rôle et dans leur mission en fait des intentions différentes. Et donc ce qui est intéressant, c'est d'essayer de comprendre qu'un responsable de qualité n'aura jamais la même représentation qu'un directeur de production. Ils se doivent en fait de défendre des points de vue différents. Un comité de direction, qu'est-ce que c'est? C'est la synthèse de différents points de vue. Et c'est d'être capable justement de pouvoir monter un cran au-dessus et de dire, bon, ben, on a différentes cartes du monde, laquelle on choisit? Alors, il n'y a pas de bonnes et de mauvaises cartes du monde. Par contre, il y a des cartes du monde qui sont plus ou moins efficaces. Si je veux courir un marathon, j'ai l'option de manger plusieurs choses. Si j'ai 5 minutes, peut-être que je vais manger un sandwich. Ça va être efficace parce que j'ai 5 minutes. Par contre, pour courir le marathon, c'est moins efficace. J'ai plutôt intérêt à aller prendre des sucres lents et manger des pâtes. Si L'idée, c'est de comprendre en fait, quand vous avez, vous, un objectif commercial, posez-vous la question de est-ce que la carte du monde que vous avez, de vos interlocuteurs, de l'enjeu qui est derrière en fait cet objectif, de qu'est-ce qui se passe si je réussis ou si j'échoue. Et est-ce que la carte du monde que vous avez vous permet et vous autorise en fait d'aller vers votre objectif facilement? À partir du moment où vous vous dites si je perds, je suis perdu, j'ai grillé mon année, votre carte du monde, elle vous met un enjeu qui n'est pas positif pour vous. Donc, il n'y a pas de bonne et de mauvaise carte du monde, il y a des cartes du monde qui sont plus ou moins efficaces. Donc, ça détermine en fait deux typologies de cartes du monde. On va appeler des cartes du monde qui sont ouvertes, le champ des possibles. Génial, aujourd'hui, je vous rencontre. On est une quarantaine. Vous allez apprendre sur la PNL. Je suis ravi de partager avec vous. Et puis, donc, ça, c'est le champ des possibles. Ah, j'ai raté une slide. Ah, bah, je l'ai perdu. Donc, il y a une slide qui est plus là, mais il y avait un champ des possibles étroit et qui, en fait, bah non, là, aujourd'hui, je suis devant 40 personnes, je ne sais pas comment ils vont aimer ce que je vais dire, peut-être qu'ils vont me juger. Et là, la carte du monde que je suis en train de me faire de vous me met dans une disposition négative par rapport à ce que j'ai besoin de dire. Donc, l'enjeu, en fait, que ça soit pour vous, possiblement manager de commerciaux, comment est-ce que je vais faire en sorte que mes collaborateurs vont avoir une vision plus large et plus positive de ce qu'ils ont à entreprendre, ou pour vos propres objectifs, de quelle façon vous allez changer votre vision des choses pour que ça soit plus positif, pour ouvrir en fait le champ des possibles. Voilà, je vais prendre ce petit exemple qui est de négocier un tarif. Je peux avoir comme représentation que je vais dégrader la relation, ou je peux tout simplement clarifier une situation, parce que si je considère qu'elle n'est pas claire pour moi, peut-être qu'elle n'est pas claire pour mon interlocuteur, et c'est peut-être bien d'aller clarifier les choses. À vous de vous construire les cartes du monde qui vous intéressent, mais c'est de se dire, est-ce qu'elle est suffisamment positive pour me permettre, en fait, d'être et d'exister comme j'ai envie de pouvoir exister. Voilà, le sixième constat, c'est que les conflits naissent le plus souvent de confrontations de cartes du monde différentes. Tout simplement parce qu'en vous exprimant, sans le savoir, vous allez faire souvent ce qu'on voit ici, c'est-à-dire écraser la carte du monde de l'autre. Quand je m'exprime au sujet de la PNL, je piétine potentiellement la représentation que vous vous faites de la PNL. Si nous ne partageons pas la même, potentiellement, je peux créer de la distance entre vous et moi alors que l'objectif n'est pas là. Donc, ce que nous dit la PNL, c'est que la meilleure façon, en fait, d'entrevoir la relation, c'est d'abord et avant tout d'explorer la carte du monde de l'autre. Et ensuite seulement, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir, en fait, se dire « je vais partager la mienne ». Et ça tombe bien, dans toutes les écoles de vente, on apprend qu'un bon vendeur, c'est d'abord écouter. Je vais d'abord essayer de comprendre la position de mon client,
Et puis, en fonction de ce qu'il va me dire, je vais voir comment je vais lui présenter mon besoin pour que ça réponde, en fait, à ce qu'il attend. OK? Est-ce que sur cette notion de carte du monde, vous avez des questions? Alors, je ne vois toujours pas les questions, Nicolas, donc s'il y en a qui viennent ou spontanément, peut-être vous pouvez les poser. Non, il n'y a pas de questions là pour l'instant. Pas de questions pour l'instant. Clair, tout est limpide. Bon, très bien. Juste, je partage avec vous ce que cet outil-là est l'ADN aujourd'hui de mon métier de consultant. Je rencontre quelqu'un, la première chose que je fais quand je l'écoute, je l'écoute lui, mais j'essaye instantanément de me mettre dans les pompes de la personne qui me parle. Moi, je suis consultant en management, donc qu'est-ce que je fais? Je rencontre des managers qui ont des problèmes avec leurs collaborateurs ou avec leurs stakeholders, leurs parties prenantes, les gens avec qui ils sont amenés à négocier. Et mon écoute est toujours orientée sur, il est en train de me parler de quelqu'un, mais qu'est-ce que peut penser la personne dont il est en train de me parler? Et ça c'est très riche parce que très vite, en fait, je suis amené à un moment donné, orienter mes questions pour que lui-même puisse essayer de comprendre comment l'autre peut vivre la situation. Et derrière cet outil-là, c'est un outil qui ouvre, mais énormément. Voilà. Et en fait, c'est juste un état d'esprit qu'il y a derrière cette notion de PNL. C'est l'idée d'être curieux de l'autre et de comprendre que l'homme est bon et que derrière chaque individu, en fait, on a besoin de comprendre pourquoi il est dans cette position. Il n'y a pas de hasard. Quelqu'un qui tient un point de vue, il a forcément une expérience, quelque chose qui l'amène dans ce point de vue. Je partage avec vous deux clés qui sont essentielles en communication. Quand on a compris ça, on a compris que la clé d'une bonne négociation, en fait, dépend de la qualité de votre communication et des questions que vous vous posez. Et qu'un événement, en fait, qui se joue dans une négociation, les événements qui se jouent n'ont de sens que celui que vous leur donnez. Ce qui veut dire qu'on est en train de me mettre dans une situation délicate, c'est vous qui interprétez que c'est une situation délicate. Beaucoup de gens vont le prendre autrement. Je fais une petite aparté, je suis en train d'écrire un livre sur le bonheur et lundi, j'ai interviewé un dirigeant que je connais depuis 25 ans, ayant habité avec lui à Los Angeles pendant une période. Et c'est quelqu'un qui voit la vie. Quand je lui ai posé la question « la vie, c'est », la réponse qu'il m'a donnée a toujours été pour moi assez surprenante parce que je ne voyais pas la vie comme ça. Alors, je ne donne pas sa réponse tout de suite parce que j'ai envie que vous puissiez imaginer quelle réponse vous donneriez si on vous posait la question « la vie, c'est ». Et la réponse qu'il m'a donnée, la vie, c'est un jeu. Et donc, ce qui est très intéressant dans cette réponse, c'est que toute négociation pour lui représente un jeu. Et donc, il n'y a pas d'enjeu dans un jeu. Et donc, ça m'a toujours amusé. Alors, donc, j'avais une vingtaine d'années quand on habitait là-bas ensemble. Ça faisait 3 mois que moi, j'avais un visa de 6 mois et lui, il avait un visa de 3 mois. Puis, au bout de 3 mois, je le vois rester et je le vois créer une entreprise. Et donc, dans ma tête, je me dis, mais comment est-ce qu'on peut créer une entreprise quand on est illégal et qu'on n'a pas de visa? Et donc, de haut de mes 20 ans, je lui dis, mais comment tu vas faire pour tes points retraite, quoi? Et ce n'est pas une boutade, c'est la question que je lui ai posée. Et lui me dit, mais dans cet État, tous ceux qui gagnent de l'argent et qui payent leurs impôts, on ne leur pose pas de questions sur leur visa. Donc, pourquoi est-ce que je ne le ferais pas? Voilà, et en 25 ans, je crois qu'il a dû créer et revendre 5 ou 6 entreprises. Et voilà, tout est un jeu dans sa vision. Voilà. Et j'aime bien le sens qu'il donne à une négociation, parce que rien n'est grave pour lui. Voilà. Et donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça dépend de vous de changer la représentation que vous faites des choses. Voilà.
quand je lui ai demandé le titre du livre de sa vie, donc je peux vous poser la même question, si vous deviez donner le titre du livre de votre vie, quel titre donneriez-vous? Donc je vous laisse réfléchir un petit peu. Et la réponse que lui m'a donnée sur le titre du livre de sa vie, c'est que l'échec n'est pas une option. J'ai trouvé intéressant d'avoir quelqu'un qui regarde le truc en disant « mais je ne l'imagine même pas, donc j'y vais ». Et juste en petite anecdote pour finir, donc dans l'avant-dernière entreprise qu'il a créée, donc c'est quelqu'un qui est directeur commercial, qui était directeur commercial dans une boîte de fret d'aviation en Suisse. Et il avait découvert quelque chose d'assez étonnant, c'est que donc lui, il fait du fret sur des petits avions qui sont des ATR. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Les ATR, c'est des petits avions de transport de personnes, mais qui sont aussi utilisés pour faire du fret d'urgence, de produits dangereux, etc. Voilà. Et dans sa flotte d'avions, il y avait 5 avions qui avaient une porte en fait découpée à l'intérieur et qui permettait de rentrer directement des palettes, alors que sinon on passait par la porte normale, etc. Et il avait découvert qu'en fait ça représentait un avantage concurrentiel pour ses clients. Et il s'est dit, il faut que toute ma flotte d'avions soit équipée de ces portes-là. Donc, il va voir le fabricant qui est en Italie. Le fabricant en Italie lui dit, écoute, c'est un marché de niche, moi, ça ne m'intéresse pas. Je customise des avions avec des projets beaucoup plus grands que cela. Grosso modo, ça ne m'intéresse pas. Et lui se dit, il y a une opportunité. Je vais donc créer mon affaire et monter une boîte qui découpe ces portes d'avions parce que c'est extrêmement intéressant. Et donc, il voit cet Italien, il signe une promesse d'achat, pose un déposit et au fond de lui, ne sait pas comment il va racheter l'entreprise. C'est assez marrant de voir l'état d'esprit dans lequel il fonctionne. Mais il a une petite idée. Il se dit, s'il y a une personne qui va comprendre en fait l'intérêt de ces portes-là, c'est un Sud-Africain à qui il a fait perdre 3 contrats, qui était une sous-traitance qu'il avait avec DHL, parce que justement, ce Sud-Africain n'avait pas ses portes. Et il faut comprendre que ces portes, pourquoi c'est un avantage compétitif, c'est qu'en fait, on charge et on décharge plus vite un avion. Or, un avion n'est rentable que lorsqu'il vole et pas quand il est au sol. Et donc, un vendredi soir, il prend son avion et il va voir son Sud-Africain. Et il revient le dimanche soir avec un chèque de 6 millions d'euros qui lui permet en fait de racheter sa boîte. Et la licence qui est derrière. 2 jours pour faire une levée de fonds. Quand on voit certains qui mettent des années à réfléchir, à approcher, etc., voilà, c'est j'ose, j'avance. Alors, donc voilà, j'en ai fini sur ce sujet autour de la carte du monde. J'aborde maintenant ce troisième point extrêmement important, qui est la notion des croyances. Alors, la croyance, qu'est-ce que c'est? C'est une carte du monde. Si je crois que je vais perdre ce dossier, c'est une carte du monde. Mais je vais essayer de vous positionner la croyance dans un outil qui a été designé par Robert Dills, qui est un des universitaires qui a beaucoup écrit autour de la PNL et qui permet de dire qu'en fait, on peut décomposer une expérience en 5 niveaux. Donc, vous avez là les 5 niveaux, je vais vous les présenter par le bas. Le premier qui est le niveau de l'environnement, qui est probablement l'environnement du bureau dans lequel vous êtes aujourd'hui. Les comportements que vous avez en train de m'écouter devant votre ordinateur, les savoir-faire et les capacités qui sont les vôtres, que vous pouvez utiliser lorsque vous interagissez, là, ils sont plus autour de l'écoute. Et puis, les croyances que vous pouvez avoir sur ce que vous faites, sur ce que vous êtes, sur ce que vous entendez. Et puis, l'identité qui est la vôtre, en tant que DCF, en tant que dirigeant, en tant que responsable commercial dans l'entité qui est la vôtre. Ce que ces niveaux mettent en avant, c'est que, et en quoi ils sont logiques, c'est que si vous touchez les niveaux supérieurs, vous allez automatiquement affecter les niveaux inférieurs. Par contre, si vous touchez les niveaux inférieurs, vous pouvez, mais pas nécessairement, affecter les niveaux supérieurs. 2-3 exemples pour vous le faire comprendre. Il
imaginons que… alors, s'il y a un exemple intéressant, c'est un jour, je vais voir un type qui avait un institut de langue anglaise et qui, pendant 10 ans, s'était préoccupé à former en fait des Anglais, donc à donner des cours. La formation, c'est essentiellement des cours et des comportements que l'on peut pouvoir donner. Et il s'est rendu compte qu'un certain nombre de personnes ne progressaient pas dans ces cours parce qu'ils avaient un certain nombre de croyances négatives sur la boîte anglaise qui les avait rachetées. En leur disant, ces gros Américains, ces vilains Américains qui nous ont rachetés, moi je les aime pas, j'aime pas leur façon de gérer leur boutique avec un cours de bourse, j'adhère pas. Et donc en fait, quand j'adhère pas, les croyances que j'ai autour des Américains et de leur langue freinent complètement ma capacité à agir et à prendre ces cours-là. Ok. D'où l'idée de se dire, on ne va pas que travailler sur le savoir, mais on peut travailler sur l'être. Donc, c'est les deux niveaux qui sont au-dessus. Et qui fait qu'à un moment donné, je vais faire bouger les gens. Alors, il y a un petit exemple que vous avez sûrement déjà entendu, mais je vais le redonner pour le replacer. Vous pouvez prendre l'environnement qui est la fin FAIM en Inde, par exemple. Vous pouvez, en termes de comportement, donner du poisson aux Indiens qui ont faim. Vous pouvez, en termes de savoir-faire, leur apprendre à pêcher. Vous pouvez, en termes de valeurs et de croyances, leur faire penser qu'il est bon, en fait, de savoir pêcher et que ça le permettrait de pouvoir se développer. Et vous pouvez, en termes d'identité, leur faire aimer la mer. Et vous voyez que celui qui va aimer la mer va développer un certain nombre de croyances sur l'eau, sur l'importance de l'eau dans son écosystème, va peut-être apprendre à pêcher, mais va peut-être aussi apprendre à faire d'autres choses, à faire de la pisciculture, à soigner en fait l'environnement qui est celui-ci, pour que tous les jours, dans son comportement, il puisse aller chercher et atteindre les objectifs qui sont les siens. Voilà. Vous allez voir… dans une carrière, donc ça c'est l'environnement, des gens qui cassent des cailloux. Puis vous allez voir le premier, vous dites, qu'est-ce que tu fais toi? Ben moi, je casse des cailloux. Vous allez voir le deuxième et dit, mais toi, qu'est-ce que tu fais? Ah ben moi, je taille une pierre. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Ah ben moi, je construis une cathédrale. Et puis vous allez voir le dernier, vous dire, toi, qu'est-ce que tu fais? Et ben moi, je rends hommage à Dieu. Et vous voyez, en fait, chaque fois, l'action est la même, mais l'histoire que je me raconte sur cette action, le storytelling que je vais me raconter sur cette action est complètement différent. Et ce qui est très intéressant, c'est que cette histoire, elle nous appartient. C'est à vous de vous raconter l'histoire de votre vie, c'est à vous de vous raconter l'histoire de vos objectifs. Et c'est assez symptomatique que quand on n'arrive pas, quand on n'avance pas, probablement que l'histoire qu'on se raconte n'est pas la bonne. Alors, je vais vous faire toucher du doigt maintenant cette notion ah ben voilà, on va essayer de faire ensemble, je vais vous faire toucher du doigt ce qu'est une croyance limitante. Et pour ça, on va tous faire l'exercice de la pomme de terre. Alors, si vous pouvez, le plus grand, je vais arrêter de partager mon écran pour voir le plus grand nombre, si vous pouvez avoir le plus grand nombre, donc l'idée et l'objectif est le suivant. Donc là, j'ai ma pomme de terre, là, j'ai ma paille, et votre objectif est de traverser la pomme de terre avec la paille, de sorte à ce qu'elle puisse traverser de part en part. Donc, je vais vous laisser essayer et potentiellement, je vais vous demander d'essayer devant votre caméra pour que je puisse voir ce que vous faites. Bon, alors, je ne vois que Nicolas, et donc on va poser la question. Ah, alors, j'ai pas vu, vous y êtes arrivé Alors, on va demander à Guy et Nicolas, mais ceux qui veulent prendre la parole, donc pensez à brancher vos micros pour parler. Donc, pour brancher son micro, on clique en bas à gauche et dites-moi en fait quelle représentation vous faites de l'exercice de la paille et de la pomme de terre. Donc, Nicolas.
Ça marche pas. Je suis en train de lutter. Je suis défaitiste sur cet exercice. Moi, j'essaie de lui donner un pivot, un petit peu de rentrer à l'intérieur sans casser la paille. Ok. Ah, ça marche. Ça vient. Super, bravo Nicolas. Nous avons Je te remercie, Catherine qui a Raphaël. réussi. Bravo Catherine. Ça y est, j'ai tout en pivotant, en faisant la chignole, je suis arrivé. Nous avons Fatimata aussi qui a réussi. Ok. Alors, quelle est la croyance que Guy a développée quand on le regarde faire? C'est qu'il se dit la pomme de terre c'est dur et la paille c'est mou. Donc, regardez, si je décrypte par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure sur cette notion de croyance, la croyance que j'ai sur la pomme de terre est dure, la paille est mou, fait que j'ai un comportement et un savoir-faire de rigidification de la paille. Maintenant, si je vous dis, en fait, une paille c'est extrêmement coupant, et qu'il suffit d'aller droit au but, eh bien, vous allez traverser la pomme de terre en faisant boum, et vous allez voir que ça va très bien. Alors, certains d'entre vous vont essayer de faire ça, mais en faisant ça, ils vont quand même au fond d'eux avoir un petit bout de croyance en disant maintenant, c'est pas possible que ça rentre comme ça. Alors, je vais vous le montrer. Je vais vous le montrer. Donc là, je me mets debout parce que c'est plus facile debout de faire ces gestes. Voilà. Mal rentré. Hop. Donc je recommence. Voilà. Je vous montre. OK. Donc vous noterez que j'ai pris une grosse pomme de terre. Donc cet exercice, alors ce qui est très intéressant, c'est que quand on fait cet exercice, même moi quand je le fais en conférence et qu'il y a beaucoup de monde, j'évoque souvent l'idée de se dire quand on fait une démo et qu'on rate sa démo, on a l'air con. Donc ça rajoute une croyance supplémentaire, donc il ne faut pas que je rate. Mais il ne faut pas que je rate, c'est compliqué. Oui Guy, pardon. Qu'est-ce qui serait passé si on donne l'exercice à faire et que je pense, parce que je ne crois pas en ça, je pense à faire bouillir la pomme de terre et je reviens en disant il est possible que la paille passe puisque j'ai fait bouillir la pomme de terre. Probablement que ça aurait marché ou en tout cas vous auriez fait d'autres comportements. Mais c'est ça l'échange un petit peu entre la personne. On donne un exercice et l'autre va dévier avec son prisme à lui, sa façon à lui de gérer l'histoire. Mais je vous raconte une histoire. Je le fais dans une entreprise industrielle en intra, c'est-à-dire qu'il y avait tous les membres de la boîte, c'est une petite structure qui faisait de la PLV. Et dans la PLV, il y avait un chef d'atelier qui se balade tous les jours en bleu de travail. C'est la première fois qu'il assistait à une formation. Et dans sa représentation à lui, j'étais un col blanc. Et c'est toujours quelqu'un qui a été super respectueux en fait de ses patrons et de ce qu'il appelle les cols blancs. Et lui, il se dit dans sa tête, si lui me le dit, c'est que c'est possible, donc je le fais. Et donc, ils sont 8 autour de la table. On le voit prendre sa paille et sa pomme de terre, il y va, mais sans se poser de questions, il réussit l'exercice. Et très drôle, j'avais le patron à côté qui se posait des questions et qui se disait mais comment ça peut marcher, je ne vais pas y arriver, etc. Voilà. Donc, ça rejoint ce que vous dites, Guy. En fait, sans le présupposé de ça va être compliqué, eh ben, j'ai des comportements qui sont différents. Et donc, l'enjeu, en fait, c'est très exactement de se dire, à travers les objectifs qui sont les miens, quelles sont, en fait, les croyances que je développe et comment est-ce que je peux faire pour que, finalement, j'arrive à changer ces croyances-là et faire en sorte qu'elles me donnent accès à d'autres typologies de comportements. Oui, Florence ? J'ai une question. Là, dans l'exemple que vous donnez, si j'ai bien compris, l'ouvrier dont vous parlez a finalement reproduit son schéma qui était de toujours finalement faire ce qu'on lui dit de faire. Donc, quand vous lui avez donné la consigne, il a appliqué la consigne avec ses croyances. Mais ça a marché pour votre exercice, mais peut-être que pour d'autres, ça ne marcherait pas. Absolument. Voilà. Parce que sa croyance à lui, c'est si Raphaël me le demande, c'est possible. D'accord. J'ai toujours eu des chefs qui m'ont demandé de faire des choses que je pouvais faire, donc il n'a jamais remis en cause cette croyance-là. D'accord. Mais ça peut ne pas s'appliquer à d'autres cas de figure Absolument.
Voilà, d'accord. Eh oui, oui, oui. C'est toute la difficulté, c'est que vous avez une équipe commerciale, vous dites à votre équipe commerciale, on a un challenge cette année, et vous allez voir que pour certains, ce challenge va être super motivant, et pour d'autres, c'est une montagne qui ne sera pas atteignable. Donc, la solution pour trouver et pour pouvoir guider ces commerciaux-là, c'est de leur dire, ben, on va découper la montagne en petites tranches. Et pour certains, la petite tranche sera déjà une montagne motivante mais accessible. Et pour d'autres, non, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir le but final. Tu ne veux pas me montrer la petite tranche, ça ne m'intéresse pas. Et donc, la PNL nous invite en fait à découvrir qu'est-ce qui est bien pour nous, d'où l'intérêt de modéliser. Et de se dire, il y a des objectifs dans lesquels j'ai été extrêmement mobilisé, et il y en a d'autres dans lesquels je n'ai pas été mobilisé. Je vous raconte une petite histoire qui m'est arrivée parce que commercialement, elle m'a transformé. Ah, on a un téléphone qui sonne. Alors, donc, juste pour que vous puissiez comprendre, moi, dans ma structure de clientèle, pendant très très longtemps, j'avais 2 gros clients qui représentaient chacun 25%, donc 50% les deux, et puis une somme de petits clients. Voilà, un gros client, c'est quelqu'un qui va me faire bosser une vingtaine de jours, et un petit client, c'est quelqu'un qui va me faire bosser 2 jours sur l'animation d'une formation ou d'un séminaire. Et donc, moi, je n'ai pas la chance d'avoir un chiffre d'affaires récurrent. Donc, chaque année, le 1er janvier, comme certains d'entre vous, j'imagine, je remets le compteur à 0. Et donc, cette année-là, je démarre avec 0 gros client. Or, les gros clients, on les voit venir parce que c'est des appels d'offres, donc on le sait à l'avance. Donc, bon. Donc, déjà, j'étais un petit peu angoissé de ne pas avoir de gros clients. Et donc, et puis, le stress venant, un peu inhibé, n'arrivant pas à bouger, je fais 0 chiffre en janvier. Là, je commence à me prendre de panique. Moi, je suis seul dans ma structure, donc 0 chiffre, c'est pas de salaire, hein, donc c'est assez radical. Hein. Et puis, se passe la même chose au mois de février. Et là, je suis dans une panique totale en me disant, mais c'est dramatique, qu'est-ce qui va se passer? Et puis moi, je vends du temps, donc le temps pas vendu est un temps qui n'est pas rattrapable. Hein, donc, vous voyez, donc, la façon et le schéma mental dans lequel j'étais en train de me mettre. Et puis, au bout de 2 mois, je me suis dit, Raphaël, applique-toi tes méthodes. Et la première chose que j'ai fait, c'est un truc qui a été magique, qui a été de se dire, accepte l'idée que tu as planté ton année. Et là, c'est fait. Je n'ai pas besoin de me stresser pour ça. Elle est plantée, mon année. Mais ce qui a été extra, en fait, derrière, c'est dans quelle posture et dans quelle attitude j'ai été derrière ça. Et la posture et l'attitude que j'ai été, c'est que j'ai fait mon boulot. C'est-à-dire que j'ai écrit des articles, j'ai répondu à des propositions, mais j'avais plus de stress puisque je savais que mon année était plantée. Donc, j'ai bien fait mon travail. Et en 10 mois, j'ai fait autant de chiffre d'affaires que les années d'avant, sans gros clients. Alors, je ne vous dis pas que j'ai marné, hein, mais j'y suis arrivé. Et donc ça, c'est vachement intéressant, c'est quel regard je porte sur mon chiffre et la façon dont je vis mon chiffre. Alors, oui, Florence? Je pense que ce que vous venez de décrire, ça va être très intéressant dans la période actuelle et à venir, justement. Parce qu'il y a beaucoup de dirigeants, d'indépendants, etc., qui se posent cette question-là et qui se disent « mon année, elle est déjà finie, en quelque sorte, dans beaucoup de secteurs d'activité et tout ça ». Donc, en effet, c'est d'actualité, ce que vous dites. Ah ben, c'est super d'actualité. Et comme ça fait déjà longtemps que j'ai fait cette petite découverte d'acceptation et la magie qu'il peut y avoir derrière une acceptation, qu'est-ce qui s'est passé au début, fin février, là, au début du confinement? Moi, j'ai la chance, comme vous l'a dit Nicolas, d'avoir une activité qui marche bien, d'être super sollicité, etc. Et donc, en l'espace de 2 jours, j'ai vu tout mon chiffre d'affaires disparaître. Alors, le truc, bon. Et au bout de 2 jours, j'ai dit, OK, est-ce que tu peux faire quelque chose dessus ou pas? Non. Donc, on ne va pas se stresser sur quelque chose qui ne t'appartient pas. Et donc, ensuite, derrière, c'est de se dire quelle représentation je vais me faire de, OK, je vais perdre, parce que moi, je pense que je vais perdre 6 mois d'activité, parce que les formations ne vont pas redémarrer tout de suite. Donc, je pense que ça va redémarrer en septembre, mais très doucement en juin. Et je me suis dit, mais quelle est l'opportunité qui est derrière? Et ça fait très longtemps que j'ai envie d'écrire un livre.
que je n'ai pas l'énergie pour le faire, que je suis plutôt quelqu'un de l'oral que quelqu'un de la culture écrite. Et donc, je me suis dit, bah voilà, une chance merveilleuse. Tu vas pouvoir commencer à écrire ton livre. Oui, Guy? Il faut brancher votre micro, Guy. Oui, merci. Justement, pour faire un petit peu le sens de dossier aussi, on a le côté, dans ce confinement, on a ce côté familial, le côté entrepreneurial et soi-même. C'est-à-dire qu'on est chez les DCF, on sait vendre, on vend un produit, quelque chose, disons, vis-à-vis de l'extérieur, mais à l'intérieur, pour arriver à expliquer, moi j'accepte que mon année ou mes 6 mois ou mon année vont être perdus, je l'accepte, mais comment le faire passer vis-à-vis de la famille, des personnes qui ne sont pas impliquées complètement dans mon métier et dans ma vie, et ensuite les clients autour ou vers lesquels je suis positif et je vais développer mon chiffre, quoi qu'il en soit, à un moment donné, il va falloir que je sois à l'écoute du besoin et être performant à ce moment-là. Donc, on est aussi, je pense, dans la PNL, sur ce côté personnel, le côté environnemental privé et le côté professionnel aussi, et la posture que l'on a, nous, en charnière. Alors, Guy, je vous rejoins et je vous retourne la chose, parce que finalement, comment est-ce que je vais le faire passer à mon environnement est une vente. J'écoute mon environnement, je comprends ce dont il a besoin, et je ne peux pas en faire une interprétation qui se fera au terme de ça. Et ça, il faut que je l'abandonne pour pouvoir me concentrer sur qu'est-ce qui dépend de moi et qu'est-ce qui va faire qu'à un moment donné, je vais avoir la possibilité d'influence. Or, on s'aperçoit que si vous le vivez bien, c'est la meilleure des chances que vous puissiez offrir à votre environnement pour que lui puisse le vivre bien. C'est la même chose qui peut s'opérer dans un deuil. S'apitoyer sur la personne, lui dire que c'est difficile pour elle, etc., ça ne va pas l'aider. Mais vous voir, vous, à côté, en train de bien vivre, en train de vous fixer les objectifs, en train de ne pas vous apitoyer, peut être modélisant, en fait, pour celui qui est à côté de vous. Et après, toujours dire à la personne, c'est à toi de voir, le choix, il t'appartient. Moi, j'ai choisi de vivre heureux, toi, comment tu as choisi de vivre? C'est le thème de mon livre, hein, et c'est très intéressant. C'est comment est-ce qu'on va faire à un moment donné que les individus vont pouvoir s'approprier la façon dont ils auront décidé de vivre quelque chose. Est-ce que vous empruntez dans votre pensée la pensée des stoïciens? Alors que vous allez me la décrire, parce que là, je ne la représente pas. Ouais, mais les grands principes, c'est on est en capacité d'agir sur ce qui dépend que de soi. On ne peut pas agir sur maîtriser ce qui ne dépend pas de nous, en fait. Et justement, ce que vous venez de dire sur le contexte, c'est-à-dire que bah oui, de toute façon, on est tous dans le même contexte et on choisit d'agir pour soit en limiter les conséquences, soit ce que je vais mettre en place dans ce temps qui m'est imparti, comme vous venez de vous lancer dans l'écriture d'un livre. Enfin voilà, c'est ce côté, en gros, je schématise vraiment, en espérant ne pas être caricatural sur ça, mais c'est vraiment de n'agir que sur ce qu'on peut maîtriser soi-même, en fait, en étant dans l'action. Oui, c'est une des grandes bases de la PNL. C'est un objectif ne peut être atteint qu'à partir du moment où il est 100% dépendant de soi. Donc, si tu veux, et ça c'est chaque fois que je fais des formations, je rabâche ce truc-là parce que dans toutes les entreprises, on continue à fixer des objectifs de chiffres à un commercial, ce qui est une aberration. On devrait lui fixer des objectifs de moyens pour atteindre ce chiffre-là. C'est-à-dire quel plan d'action, quelle stratégie commerciale tu veux mettre en place, 100% dépendant de toi, qui va te permettre d'atteindre ce chiffre. Le chiffre va nous mettre de la pression, alors que les moyens qu'on va mettre en œuvre vont nous simplement montrer qu'on est en train d'avancer, qu'on est en train de réussir, et donc on va gagner en confiance, et donc on a fait le bon chemin. Si on est d'accord avec son directeur sur « voilà ce que j'ai prévu de faire pour atteindre cet objectif-là, est-ce que tu es d'accord ?» On a atteint l'objectif. Le résultat, on verra. Voilà. Après, moi, j'ai une croyance qui est plus tu donnes, plus la vie te le renvoie. Et donc, d'une façon ou d'une autre, mais ça m'est propre. Je ne peux pas demander à tout le monde de croire ça, mais moi, c'est la croyance que j'ai. Et qu'à partir du moment où vous êtes dans cette générosité d'action, vous verrez que d'une façon ou d'une autre, c'est peut-être pas la personne à qui vous donnerez qui vous rendra, mais l'univers va vous le renvoyer d'une façon ou d'une autre.
Est-ce que mon écran est partagé là ou pas? Non. Non. Alors, donc juste Nicolas, je vois que je suis bavard et qu'on a un peu mangé beaucoup de temps. On peut déborder un peu. On est comment? Oui, oui, non, non, c'est bon. Allons-y. C'est bon? Ouais. Alors, partager l'écran, c'est celui-là que je veux partager. Alors, il y a quelques grandes croyances, en fait, paralysantes, au-delà des petites croyances qu'on peut avoir sur nos objectifs ou sur nos interlocuteurs. Et les croyances génériques, c'est « je ne suis pas à la hauteur »,« je ne suis pas capable »,« je suis nul ». D'ailleurs, ça, c'est souvent une petite phrase qu'on peut être amené à dire quand on s'énerve sur nous-mêmes. Ah, je suis vraiment nul d'avoir fait ça, je ne mérite pas ce truc-là. Alors, il faut faire attention à ces petites phrases parce qu'en fait, elles sont extrêmement… D'abord, elles nous révèlent que la croyance, au fond de nous, elle existe. Et donc, il y a du plus et du moins quand une croyance existe. C'est qu'il y a un moment donné, vous pensez que qu'elle n'est pas présente, mais en fait, votre inconscient, à partir du moment où votre inconscient travaille avec, vous inquiétez pas, votre inconscient va faire le travail. L'inconscient est un vrai sapeur, il sape tout ce que vous avez envie. Hein. Donc, c'est toujours intéressant de travailler sur les croyances qu'on peut avoir dans notre inconscient. Même si, de temps en temps, alors donc, Jung a décrit en fait que nous sommes une somme de sous-personnalités. Il y a une partie de nous qui est super en confiance, puis il y a une partie de nous qui n'a pas confiance. Et l'idée en fait de la PNL, c'est de dire qu'est-ce qui dépend de moi, c'est d'aller comprendre quelles sont ces deux parties et faire en sorte avec ce qu'on appelle un peu de recul, alors en PNL on appelle ça la métaposition, de se dire je vais choisir laquelle des deux parties j'ai envie de prendre là par rapport à mon objectif. Toujours être dans la conscience de ce qui s'opère et ne pas être victime et ne pas travailler en réaction. Donc voilà, je ne mérite pas, je suis inférieur, je n'ai pas confiance, je suis seul et j'ai peur. Alors j'avais envie de vous présenter les deux peurs, en fait, qui nous habitent tous et qui peuvent freiner notre leadership. C'est la peur de ne pas être à la hauteur et la peur de ne pas être aimé. Et ces deux peurs, elles sont, mais tout le monde les a, on ne peut pas se dire je ne les ai pas. À tout moment, on se pose la question, est-ce que, alors je démarre cette conférence, est-ce que je vais être à la hauteur de vos attentes? Est-ce que vous allez m'aimer ou apprécier ce que je suis en train de dire? Ça, forcément, ça m'habite d'une certaine façon. Okay. Alors, tous les êtres humains fonctionnent d'une drôle de façon. C'est quand ils ont peur, qu'est-ce qu'ils font? Ils se taillent. Ils fuient la peur. Or, en fait, si on veut pouvoir mieux appréhender cette peur, il faudrait au contraire s'y rapprocher. La peur, c'est une émotion. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'en vous rapprochant de cette émotion, vous allez d'abord prendre conscience que vous vivez, et puis vous allez toucher du doigt le fait que ce n'est pas forcément grave. La difficulté, c'est ne pas avoir une peur qui est inhibante. Mais avoir une peur, ça peut maintenir de la concentration, ça peut vous permettre en fait d'être plus exigeant auprès de vous-même. Je voyais un sportif de haut niveau qui est un Français qui a battu le record de Chamonix haut du Mont Blanc et qui court avec des baskets pour monter en haut des montagnes. Et on le voyait en fait s'entraîner dans les Pyrénées, en train de descendre. Et quand je dis descendre, il dévalait en fait en courant, en sautant d'un caillou à l'autre. Et il témoignait en disant « Je suis habité par ma peur. Et heureusement, elle maintient chez moi une vigilance, l'idée qu'il faut que je sois tout le temps conscient de ce que je fais, parce que si je n'avais pas peur, je serais inconscient. » Voilà, et je trouve que c'est intéressant de se dire « Allons vers notre peur pour essayer de comprendre ce qu'elle est, pour essayer de lui apporter un certain nombre de ressources plutôt que de nous en éloigner. » Voilà. Moi, j'ai expérimenté ça. Depuis tout petit, je détestais les serpents. C'est quelque chose qui me faisait peur, qui me répugnait, que je trouvais, quand je voyais ces mouvements comme ça, je trouvais ça dégoûtant. Et puis un jour, j'ai dû faire un séminaire à Bali, et dans une sortie du séminaire, comme vous pouvez voir souvent, il y avait un espèce de mec qui m'a dit bah, « Tiens, est-ce que tu veux mettre ce boa autour de ton cou ?» Première réflexion, je lui dis bah « Non, moi, je ne suis pas le candidat. » Et puis finalement, je me suis dit « Et pourquoi pas ?» Et ça a été assez étonnant parce qu'en fait,
La peur, c'est quelque chose que je présuppose de quelque chose que je ne connais pas. Et en fait, ayant peur des serpents, jamais j'avais approché un serpent. Et donc, mettant 1000 serpents sur les épaules, d'un seul coup, je découvre que c'est froid, mais c'est pas... Bon. Et je m'étais fait une fausse idée du serpent. Et dans bien des cas, en fait, on suppose des choses. Voilà. Je ne sais pas si vous avez lu les accords Toltec, un super petit livre où il y a 4 accords, et le 3e accord, c'est « Ne fais pas de suppositions ». Voilà. Magnifique petit livre que je vous invite à lire et qui est très aligné avec tous les concepts PNL. Alors, comment est-ce qu'on fait tomber? L'objet de la conférence n'est malheureusement pas possible de pouvoir vous dire comment est-ce qu'on fait tomber des croyances paralysantes ou des croyances polluantes, en tout cas celles qui vous empêchent d'atteindre vos objectifs. Il y a des excellents outils en PNL. Je vous les décris simplement. C'est qu'il faut une fois pour apprendre, mais il faut une fois pour désapprendre. Donc, par exemple, j'ai peur du chien. Pourquoi j'ai peur du chien? Parce que petit, je me suis fait attraper par un chien et il m'a mordu. Donc, chaque fois que je revois un chien, mon cerveau dit danger, on n'y va pas. Et en PNL, comment est-ce qu'on fait pour enlever une croyance? En fait, on va remonter en fait, à l'expérience, à la première expérience qui a créé une empreinte et généré cette peur. Et on va la plaquer par-dessus. On va plaquer par-dessus une autre émotion. Et on va le plaquer suffisamment souvent, cette autre émotion, qui fait que quand mon cerveau va rappeler l'expérience de la peur du chien, il ne la verra plus. Voilà. Une espèce de brouillage cérébral qu'on va pouvoir opérer. Très intéressant à utiliser. C'est plutôt quelque chose qu'on... c'est difficile de le faire tout seul, ça. Donc, vous pourriez le faire, par exemple, dans une formation PNL en arrivant et vous seriez amené à faire ça. Et puis, ce n'était pas l'objet du jour, mais j'ai trouvé, moi, des limites à la PNL parce que de temps en temps, on est empreint de beaucoup d'émotions et que très souvent, ces émotions nous submergent et qu'elles sont tellement submergentes que nous n'arrivons pas, même avec la volonté de vouloir y arriver. Et j'ai découvert l'EFT, Emotional Freedom Technique, technique de libération des émotions. Je ne peux pas vous en parler aujourd'hui, mais c'est un outil que je décrirais comme magique et qui permet à un individu, après, allez, on va dire 2 heures d'apprentissage de l'EFT, parce que c'est 2 heures qu'il faut pour pouvoir apprendre à s'en servir, à le faire tout seul sur lui et à pouvoir se libérer en fait de ses émotions. Nicolas, c'est l'objet d'une prochaine conférence si vous avez envie d'aller plus loin là-dessus. Mais c'est assez étonnant de voir de quelle façon vous passez d'un état de super stressé à un état relâché. Voilà. C'est une technique super exotique. Il faut être très ouvert pour pouvoir l'apprendre. Mais en général, moi, je suis un des rares coachs à l'utiliser en entreprise. Et d'ailleurs, je me souviens souvent, c'est des médecins ou des thérapeutes qui utilisent l'EFT. Et je me souviens de quelqu'un qui me dit « Mais comment tu as fait pour amener ça dans l'entreprise ?» Et je lui ai répondu « Mes croyances, c'est super rapide, c'est extrêmement efficace et la personne peut le faire tout seul. Ça me paraît 3 bonnes raisons de le faire rentrer dans l'entreprise. » Voilà. Donc, vous me poserez des questions si vous voulez que j'aille plus loin sur ce sujet-là. Voilà, je partage avec vous ce petit dessin. Je ne sais pas si vous arrivez à bien le lire et à voir les dessins. Voilà, donc l'idée, c'est aussi de savoir être focus. On a un cerveau qui est tout le temps en train de faire autre chose et rarement dans l'instant présent. Rappelez-vous que le bonheur n'existe qu'au présent et que la meilleure façon de pouvoir transformer ce que vous faites, c'est d'être concentré sur ce que vous faites. Chaque fois que vous êtes dans le passé, vous vous rappelez ce qui s'est passé, si c'est bien, tant mieux, mais en faisant ça, vous n'êtes pas centré sur ce que vous faites dans le présent. Chaque fois que vous êtes dans le futur, vous êtes en train d'imaginer ce qui va se passer, c'est peut-être bien ou pas bien, et donc ça va peut-être vous ramener du stress dans le présent. La meilleure façon, c'est d'être ici et maintenant. Extrêmement important, et ça, c'est un des bons présupposés PNL. Un élément qui est important et qu'on voit en PNL, c'est qu'on fait partie d'un tout interdépendant et que ces 3 parties qui sont la pensée c'est le processus, le petit vélo interne que vous avez à l'intérieur de vous, les comportements qui sont à la fois les actions que vous faites, mais aussi les micro-comportements que vous pouvez avoir, et puis les émotions sont intimement liées. Si vous touchez à une de ces 3 parties, automatiquement, vous allez affecter les 2 autres. Donc, ça veut dire que
dans votre pensée qui est proche de la carte du monde et donc de la croyance qu'on peut avoir, vous estimez que vous prenez un risque dans cette négociation. Les comportements que vous aurez dans la négociation vont être des comportements plutôt timorés, plutôt hésitants. Et l'émotion qui va être associée, ça va être le palpitant qui bouge comme ça et qui dit « Oulala, je prends un risque, je ne suis pas à l'aise et ça ne va pas bien ». Exactement ce qui m'est arrivé au début de la conférence, où vous m'avez vu balbutier et chercher mes mots, parce que j'arrivais plus à voir l'écran, et donc je voyais que mon écran, et parler juste devant mon ordinateur sans voir des têtes, c'était compliqué pour moi. Et donc vous avez dû voir que j'ai un peu paniqué, cherché mes mots, etc. Et c'est exactement ce qui s'est opéré à ce moment-là. Donc, si on veut changer, si on veut être acteur de sa vie, en fait, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut utiliser un de ces 3 leviers. Donc, vous changez de carte du monde. Grosso modo, une affaire est compliquée pour vous. Bah, vous discutez avec un collègue de cette affaire et vous arrivez à opérer, à prendre une autre carte du monde, ou en tout cas une carte du monde plus ouverte, juste en discutant avec une personne. Vous changez de comportement. Le jour où vous n'êtes pas bien, je vois que ça, pardon. Vous changez de comportement, ça veut dire que quand vous n'êtes pas bien, ne restez pas assis là où vous êtes. Vous vous levez, vous bougez, vous allez marcher. En fait, la physiologie dans laquelle nous sommes traduit les émotions et les pensées. Donc, si vous n'êtes pas bien et que ça ne fonctionne pas, vous imaginez, vous êtes au téléphone, vous êtes là avec quelqu'un, ça ne va pas, bougez. Faites autre chose. Et puis, pendant très longtemps, donc une quinzaine d'années, j'étais convaincu que la PNL nous autorisait à bouger que ces leviers-là et qu'on n'arrivait pas à changer d'émotion. D'ailleurs, quand les acteurs veulent vous faire vivre une émotion, qu'est-ce qu'ils font? Ils vous mettent un sous-texte. C'est-à-dire qu'ils s'imaginent en train de vivre quelque chose de douloureux pour vous montrer en fait une émotion douloureuse. Donc, c'est le sous-texte. Mais ils utilisent la pensée. Et l'EFT, en fait, permet de travailler sur ces éléments-là. Voilà, donc on peut changer de pensée, on peut bouger et activer ses comportements et se mettre dans une physiologie dans laquelle nous sommes bien, et on peut travailler à libérer ses émotions pour pouvoir être mieux, et dans tous les cas, ça fait bouger le système. C'est parfait parce qu'on a abordé la question tout à l'heure avec Florence sur la notion d'objectif. Vous connaissez probablement tous la notion du SMART. On a tous travaillé sur un objectif SMART spécifique, mesurable, ambitieux, timé et temporel. En PNL, on a une méthode qui est proche du SMART, mais qui rajoute 2 choses essentielles. Alors, habituellement, je fais faire un exercice, mais on va essayer de le faire. Normalement, je fais besoin d'être là, mais on va essayer de le faire. Qui veut bien faire un petit exercice? Je vais demander à la personne de se mettre debout. Il faut que donc elle puisse avoir un peu de recul pour qu'on puisse la voir et de faire un exercice de rotation avec son dos. Qui veut bien faire l'exercice? Guy, c'est parfait, parce qu'en plus, Guy, on a un peu de recul. Donc, Guy, si vous pouvez vous mettre debout, vous allez reculer par rapport à votre ordinateur, peut-être vous mettre derrière votre chaise, et vous allez… Donc, je vais fixer un objectif à Guy, d'accord? Ça peut être n'importe quel type d'objectif, mais là, voilà. Donc, Guy, vous allez vous mettre, en fait, les bras dans la longitude des épaules. On va bien garder l'axe des bras et des épaules rigides. Je ne veux pas que vous puissiez décaler les épaules et les bras, d'accord? Et votre objectif, ça va être de tourner le plus loin possible. Et quand vous serez le plus loin possible, vous allez vous arrêter et vous allez nous dire « je suis le plus loin ». Je ne peux pas aller plus loin. Ok, alors vous ne bougez pas et moi je vais vous demander de faire 5 cm de plus. Ok. Réussi. Ok, et je vais vous demander de faire 5 cm de plus. L'exorciste, je n'ai pas vu. Voilà, super. Vous allez pouvoir vous rasseoir. Qu'est-ce qu'on constate? Qu'est-ce qu'on constate dans cette expérience? C'est que j'y suis allé. Hein. Eh oui. Alors, qu'est-ce qui fait, en fait, que quand on demande à quelqu'un d'aller, de performer sur un objectif, je lui ai dit, Guy, il faut que tu ailles le plus loin possible. Mais dans sa tête, il ne sait pas où c'est le plus loin possible. Et comme il ne sait pas où c'est, la première chose qui va l'arrêter, c'est la difficulté qu'il va rencontrer. Et quand il rencontre cette difficulté, il se dit, bah, ça doit être là, parce que là, je ne peux pas aller plus loin.
Or, en fait, l'enjeu, c'est de ne pas vous arrêter à la difficulté, mais c'est de faire l'effort qui fait que vous allez aller au dépassement. Et ce qui fait qu'on bloque dans la progression d'un objectif, c'est que l'objectif n'est pas suffisamment clair dans sa formulation. Moi, ça fait 25 ans que j'accompagne des managers à définir des objectifs. On le fait tous chaque année. Et pourtant, en fait, on a du mal à avoir un objectif qui est suffisamment clair pour pouvoir mobiliser chez nous des ressources, en fait, qui mettent de l'énergie. Alors, je vous affiche. Donc là, on a fait l'exercice de la torsion. Donc, il faut que l'exercice soit, l'objectif soit suffisamment précis pour que je sois focus sur là où j'ai envie d'aller. Alors, habituellement, au lieu de dire 5 de plus, moi, je mets une main pour que la personne aille vers la main. Et donc, quand la personne va vers la main, elle sait très bien où elle veut aller. Donc, elle mobilise cet effort-là. OK ? Si on n'est pas précis, on est mobilisé, pardon. Si on n'est pas précis, eh ben, on est focus sur l'obstacle et donc on va forcément s'arrêter. Voilà. Donc, travailler sur un objectif 100% sur mon contrôle. Oui, Guy. Juste une chose, quoi qu'il en soit, si vous avez dit 10 ou 15 de plus, j'aurais dit non. Et voilà. Merci Guy, super. Là aussi. Pourquoi ? Parce que dans votre représentation, là, c'était pas bon. Au départ, c'est possible. C'est comme la pomme de terre, quand il y a quelqu'un qui dit bah non, c'est pas possible, donc je les vois, les gens, je leur dis allez-y, et les gens n'essayent même pas, parce que dans leur représentation, c'est impossible. Ok. Voilà, et ce qui est important aussi, et qui est différent dans la notion de PNL, c'est la notion, en fait, alors moi j'ai 5 critères qui sont intéressants, c'est précis, personnel et positif, mesurable et réaliste. Donc le précis, mesurable, réaliste, vous l'avez dans le SMART. Mais le personnel, c'est quelque chose de différenciant, je trouve, que la PNL approche, c'est-à-dire 100% sous mon contrôle. Et positif, on n'y pense pas toujours. C'est intéressant, c'est parce que le cerveau ne sait pas ce que c'est que la négation. Si je vous dis, attention, je vais vous dire quelque chose, il ne va pas falloir que vous y pensiez. Hein. Donc, ne pensez surtout pas à un éléphant rose. De fait, vous y pensez. Et regardez l'éducation dans laquelle on a été. Quand on dit à un enfant, attention à ne pas tomber, on ferait mieux de lui dire, accroche-toi à la rampe ou assis-toi par terre. En branchant l'individu sur cette action, je suis sûr qu'il ne va pas tomber. Le cerveau est assez étonnant, c'est que dans un ne pas, le langage l'admet, mais le cerveau, lui, il va direct, il ne sait pas ce que c'est que la négation. Donc, ne pas me planter, c'est tout sauf un bon objectif. Voilà, j'ai fini. Alors, oui, comment est-ce qu'on peut être certain qu'un objectif soit bon ? Quand il faut que votre objectif il soit en phase avec vous, c'est-à-dire avec vos valeurs et avec votre projet de vie. Moi, trop souvent, je vois des commerciaux qui n'adhèrent pas à leur entreprise, qui n'adhèrent pas à leurs produits et qui, du coup, sont désincarnés de ce qu'ils font. Or, si vous voulez être bon, à un moment donné, il faut aimer ce que l'on fait. Donc, il faut choisir, nous parler. Donc, je mets de l'enthousiasme, je mets de l'énergie. C'est jamais appeler un commercial et lui dire est-ce que c'est le bon produit pour toi? Si ce n'est pas le bon produit, change. On peut aimer la vente et être bon sur certains points et moins bon sur d'autres. Est-ce que je déborde? Est-ce que je déborde pas? C'est vous qui me dites. Ça, c'était du plus que je pouvais vous donner, mais c'est vous qui me dites. Sinon, on fait question-réponse. Alors, ce que je propose déjà, c'est est-ce qu'il y a des questions? Voilà, s'il y a des questions, on peut prendre quelques minutes maintenant pour y répondre. S'il n'y a pas de questions, je propose que les gens qui sont pressés ou qui ont un rendez-vous derrière nous quittent et puis on peut terminer avec les plus téméraires. Ça te va, Raphaël? Très bien. Allez. Alors, du coup, dites-nous, voilà, si vous avez des questions.
Vous pouvez les noter. Si vous n'avez pas envie de les poser, vous pouvez brancher votre micro, votre caméra, ou que votre micro si vous n'avez pas envie de vous montrer. Vous faites comme vous voulez. Et puis, vous pouvez partager aussi, parce qu'on fait de la PNL sans le savoir. Hein, c'est comme Monsieur Jourdain. Hein. Excusez-moi. Oui, bonjour. Du coup, moi j'ai une question. Ah, il y avait peut-être quelqu'un. Alors, moi j'ai une question. Allons-y, Reda. Ah, merci Raphaël. Du coup, tout à l'heure, vous disiez, voilà, l'année est un peu foutue. Je décide et j'accepte finalement que mon année est foutue. Et donc, ça me libère d'un poids qui me permet d'avancer. Et à quel moment, finalement, on n'est pas en train de lâcher l'affaire trop vite? Et quelque part, pourquoi je ne me battrais pas en me disant non, finalement, tant que l'année n'est pas finie, elle n'est pas faite. Alors que quelque part, peut-être le fait de l'accepter peut aussi m'encourager à un lâcher prise un peu excessif. Alors, c'est Voilà. une bonne question parce qu'en fait, contrairement à ce que vous dites, je lâche la pression, mais je n'ai pas lâché l'objectif. Et en fait, ça, au contraire, ça a libéré chez moi une intensité de construction, de positif. Quand tout à l'heure, je vous ai dit pourquoi en fait, ça enlève le poids du résultat, mais ça ne vous empêche, ça ne veut pas dire allez, j'accepte et je laisse tout tomber. On pourrait je me barre et vous avez tout à fait la possibilité de lâcher le poids et de garder l'objectif. Merci en tout cas pour la précision. Merci Reda. Oui, bonjour, excusez-moi. J'en avais une petite. Donc, en fait, j'avais fait une petite formation qui était confiance et management. Oui. Et dans cette formation-là, on nous incitait à vraiment connaître nos limites et finalement ne pas les dépasser dans les objectifs que l'on avait. Ou même dans la vie personnelle, hein, quelqu'un qui a peur par exemple de sauter en parachute, elle ne va pas s'engouffrer là-dedans parce qu'elle sait très bien qu'elle ne va pas bien le vivre. Donc finalement, avec la PNL, de ce que je comprends, c'est c'est finalement changer ses limites. C'est ne pas garder ses limites, c'est les changer ou du moins changer le chemin de ses limites. Au moins, j'ai envie de dire, Mélanie, c'est d'avoir une représentation de la peur que l'on a. Donc, pour avoir une représentation de cette peur, il faut y aller. Alors, je vais vous relater une expérience que j'ai faite lors d'une formation avec Anthony Robbins, qui est un des grands pontes mondiaux de la PNL. Pas du tout pour me vanter, mais juste pour vous montrer que finalement, c'est très accessible. Donc, c'est une formation, on était 9000. Donc, moi, j'avais juste envie de voir parce que ce gars-là, en fait, quand il ouvre une formation, il y a en général, en moyenne, 5000 personnes. Je vous dis, quelqu'un qui fait 5000 personnes, il doit d'une façon ou d'une autre être plutôt bon. Donc, allons voir ce qu'il propose. Et donc, le contexte dans lequel je suis allé voir est intéressant et je vais peut-être le préciser. Ça faisait 11 ans que j'étais dans une structure qui vendait des formations de la PNL. J'avais mangé de la PNL pendant 11 ans, j'en pouvais plus. Et pendant les 5 dernières années, je me suis dit, et si je montais ma boîte? Et derrière, en fait, ce truc-là, je n'avais que des peurs. La peur de est-ce que ça va marcher si je le fais? Et comme je n'aurai pas le chômage parce que je serai gérant majoritaire, est-ce que je vais arriver à gagner ma vie? Et si je n'y arrive pas, comment je vais faire derrière? J'étais seul à travailler à la maison et 3 enfants, donc il fallait que ça fonctionne. J'avais une clause de non-concurrence, est-ce j'allais pouvoir la dépasser, etc. Que des peurs. Et donc, je vais à cette formation et donc Anthony Robbins nous dit, en fait, ce qui vous empêche d'avancer, c'est vos peurs et donc on va déjà apprendre à libérer ces peurs. Donc, vous avez tous peur du feu, très bien. On va travailler dessus et on va vous proposer de marcher sur le feu. Me voilà pendant 6 heures à essayer de travailler sur comment est-ce que je vais arriver à gérer mon appréhension de la marche sur le feu. Donc, vous pensez bien que s'il emmène 9000 personnes à marcher sur le feu, il n'y a pas un danger, en fait. Non, mais c'est intéressant de se poser ça. Donc, je vais vous le démystifier tout de suite. Le bois, la chaleur se voit, mais le bois est un isolant, donc ne conduit pas à la chaleur.
Alors, on a beau le fait de vous le dire, ouais, c'est sympa, mais quand je vais mettre le pied dessus, puis moi, je marchais jamais pieds nus, j'avais pas de corne aux pieds. Je dis, voilà, moi, ça va vraiment me cramer les pieds. Bon. Bon an, mal an, ce que j'ai découvert dans cette expérience-là et en réalisant la marche sur le feu, c'est qu'en fait, j'avais cette capacité à me libérer de cette peur. Alors, pour répondre à votre question, ce que j'ai trouvé d'extrêmement intéressant par rapport à celui qui vous dit n'y va pas, ça peut. Mais c'est l'impression que ça a généré chez moi, c'est si tu es capable de ça, mais qu'est-ce qui va te freiner dans la vie? Et là, franchement, j'ai commencé à regarder les 5 ans de questionnement sur mes petites peurs que j'avais à monter ma structure. Et là, ça m'a paru mais minime. Et donc, j'ai vachement relativisé. Et d'un seul coup, je me suis dit, ah ouais, je peux les regarder sous un autre angle. Donc, dépasser ses peurs, c'est aussi s'autoriser à avoir une autre vision des choses et donc, du coup, avoir un prisme de vie complètement différent. Donc, moi, je suis plutôt enclin de me dire, si je n'ai pas envie d'y aller, j'y vais pas. Mais si j'ai envie d'expérimenter, de comprendre comment… Moi, je suis curieux, hein, j'ai juste envie de comprendre. Donc, j'ai fait des formations en tout et sur tout pour juste voir si ça m'intéressait. J'ai été faire des formations en hypnose, j'ai été faire des formations en Reiki, j'ai été faire… je veux savoir comment ça marche, je veux comprendre. Et après, j'ai dit, j'y vais ou j'y vais pas. Et ça, je trouve c'est intéressant, c'est de se dire, ne t'arrête pas à ta peur, va dans ta peur et vois ensuite si tu as envie d'y aller ou pas. Et ça, c'est la liberté. Mais c'est une liberté qui est éclairée. Ça répond à votre question, Mélanie? Oui, très bien, merci. Oui, oui. Moi, j'ai une question par rapport à l'exemple que donnait Mélanie sur sauter en parachute. Et vous venez partiellement d'y répondre, mais du coup, j'aimerais un petit complément. Il va falloir la répéter parce que je ne l'entends pas. Je ne l'ai pas entendu, Florence, excusez-moi. Pardon, je rebondissais sur l'exemple que donnait Mélanie dans sa question, qui était le saut en parachute. On se dit, de toute façon, si ce n'est pas quelque chose dont j'ai envie, pourquoi j'irais me confronter au saut en parachute? Je ne suis pas en train de me dire, mon rêve dans la vie, c'est de sauter en parachute, mais j'ai peur. Mais pour autant, vous venez quand même de répondre partiellement, de dire, est-ce que d'aller se confronter à une peur et on recherche cet effet libérateur dans d'autres pans de notre vie en réalité, si je comprends ce que vous décrivez. Donc à la limite, est-ce qu'il ne faut pas justement peut-être aller vers des choses vers lesquelles on a une appréhension, le saut en parachute, pour certains c'est l'avion, etc., etc. Enfin, toutes les peurs qu'on peut avoir, vous parliez du serpent tout à l'heure, parce qu'on peut, entre guillemets, capitaliser peut-être sur l'effet libérateur que ça peut avoir dans d'autres domaines de nos vies personnelles, professionnelles, etc. en fait, peut-être. C'est ça que vous voulez dire? Oui, mais en fait, derrière, il y a… qu'est-ce qui fait qu'il y a le sentiment de se dire, c'est quoi réussir ma vie? Et là, à cette réponse-là, moi, j'estime que réussir ma vie, c'est d'explorer tous les champs possibles que la vie m'offre et de me dire, vas-y, explore et vois ce qui est possible. Bon, j'ai jamais sauté en parachute, j'ai plutôt peur du vide, j'y suis encore jamais allé. Mais par contre, ce que je regarde, c'est dans ton rêve de vie, qu'est-ce qui te paraît utile, qu'est-ce qui te freine et quelles seraient les peurs qui peuvent être liées à ça. Et là, effectivement, c'est sur ces peurs-là, j'y vais. En tout cas, moi, j'ai fait le parallèle entre la peur du feu et la peur, en fait, de monter ma structure parce que je suis rentré dans un schéma qui était, je ne pensais pas que j'étais capable de ça. Et ça, c'est vachement intéressant parce qu'on se met une espèce de barrière, une espèce de en disant, bah, j'irai là. D'ailleurs, ce qui fait que quand on est élevé dans une classe sociale élevée, on va atteindre ces classes sociales, c'est que la barrière, elle est déjà là. Tes parents font ça, donc c'est naturel pour toi d'aller là. Maintenant, je suis dans une classe sociale qui est un peu plus… moi, je me souviens, j'avais un copain dont le summum de la réussite, c'était monter son resto. Son père était dans l'armée française, sous-officier, en fin de carrière. Sa mère était femme de ménage. Bah, lui, il s'est dit, si je suis commerçant, c'est le summum et c'est top. Et puis, en me rencontrant et en voyant nos personnalités, moi, je lui dis, mais non, tu as une capacité, tu peux aller plus loin, etc. Il me dit, mais j'ai pas d'argent. Je lui dis, c'est pas un problème, on en trouvera. Et puis, je l'ai poussé à faire une école de commerce. Il a trouvé une femme qui n'était pas du tout du milieu dans lequel il était. Et puis, d'un seul coup, tout a bougé pour lui. Voilà. Donc, en fait, c'est intéressant, c'est de se dire, est-ce que la vie que j'ai me va et correspond au rêve de vie que je veux avoir?
Alors pour ça, je vous raconte une petite histoire parce qu'elle est super. Et c'est intéressant de se poser cette question-là. Imaginez que vous rentrez dans une chapelle ardente. Et au moment où vous poussez la porte, il y a des tas de gens que vous reconnaissez. Et puis, alors c'est une chapelle ardente un peu à l'américaine, donc le cercueil au fond est ouvert. Et donc les gens viennent se recueillir sur le cercueil. Et donc vous avancez, et puis en fait, vous vous approchez qu'au bord du cercueil, en fait, ce sont des gens qui sont vos intimes. Et puis curieux, vous vous penchez, et là vous vous trouvez en face de vous-même. C'est vous qui êtes dans le cercueil. Et là, il y a 5 personnes qui s'apprêtent à faire une éloge funèbre. La personne avec qui vous avez partagé votre vie, un de vos enfants. Alors, en fonction de ce que vous êtes, si vous êtes manager, un collaborateur, si vous êtes patron, un associé, en tout cas quelqu'un avec qui vous avez collaboré dans votre travail, un collègue par exemple, votre meilleur ami, et puis quelqu'un avec qui vous avez en fait partagé dans la société civile, une association comme les DCF par exemple. Qu'est-ce que vous aimeriez que ces 5 personnes puissent dire de vous? 5 champs de vie qui sont quel mari ou femme j'ai envie d'être, quel manager ou commercial j'ai envie d'être, quel parent j'ai envie d'être, quel ami j'ai envie d'être et qu'est-ce que j'ai envie de laisser dans la société civile. Est-ce que ça ne serait pas intéressant maintenant pour vous d'écrire la conclusion si vous voulez être certain de pouvoir y aller? Donc pour faire le lien avec nos peurs, peut-être qu'il est simplement utile de rencontrer en fait les peurs qui m'empêchent d'aller là où j'ai besoin d'aller, là où finalement mon rêve se destine. Si je rêve d'être tel type de parent et que mon fils rêve de traverser je ne sais pas quoi, l'Atlantique et que moi j'ai peur de l'eau, peut-être que c'est intéressant pour moi d'aller dépasser cette peur pour l'aider à aller faire son rêve, parce que c'est important pour moi d'aider mes enfants à réaliser leur rêve. Maintenant, si j'ai peur de l'eau et que j'ai des rêves qui sont ailleurs, mais je peux très bien laisser là et vivre super bien avec ça. Voilà, c'est un bel exercice, je vous invite à vous poser dessus. Prenez 5 feuilles de papier et écrivez ce que ces gens-là, ce que vous aimeriez que ces gens-là disent de vous. Parce que ça, à la fin des fins, c'est l'objectif. Et donc, du coup, ça nous ramène à nos objectifs du quotidien. Est-ce que ce que je fais aujourd'hui va contribuer à m'amener à ce que je veux demain? Et c'est ça les grandes priorités, finalement. Ça va être plus, j'ai l'impression que à répondre à ces questions, on sera plus sur des notions de comportement ou de caractère ou de elle était comme ci ou il était comme ça, etc. Mais que du coup, pour le transposer sur le plan vraiment des actions, c'est plus compliqué. Là, on est peut-être plus sur le comportement, comment la personne était, ce qu'elle faisait de sa vie, mais pas forcément des objectifs très pratiques. C'est quelqu'un qui a réussi parce qu'il a dirigé une entreprise ou je ne sais quoi, ou machin, selon nos schémas. Enfin, voilà, j'ai l'impression qu'on sera nécessairement dans des j'aimerais qu'on dise de moi que j'étais intègre ou sérieux dans mon travail, ou on est sur l'aspect comportemental plus, du coup. Alors, peut-être qu'il faut le rédiger en disant quelle trace, c'est-à-dire quelle trace j'ai envie de laisser. Voilà, j'ai collaboré avec Florence. Avec Florence, voilà ce que j'ai appris. Avec Florence, voilà les questionnements que j'ai eus. Avec Florence, j'ai réussi à dépasser et à faire ça. Ce qui nous ramène en fait à notre mission de vie. Et en fait, une mission de vie, qu'est-ce que c'est? C'est le bénéfice client que vous apportez aux autres. Tout à l'heure, quand je me suis présenté en début de conférence et quand je vous dis ma mission, c'est d'aider l'autre à devenir une meilleure version de lui-même pour qu'il devienne leader et proactif, ça, c'est ma mission de vie. C'est-à-dire, moi, ce qui me fait rêver, ce qui m'anime, ce qui me bouleverse, c'est de voir quelqu'un qui, à la fin d'une conférence, à la fin d'une formation, va aiguiser son être en étant plus efficace, plus performant, qui devient une meilleure version de lui-même. Je ne souhaite pas à ce que Florence devienne un bout de Raphaël, je souhaite à ce que Florence se sente mieux, plus efficace, plus grandie et qu'elle puisse
utiliser ça pour faire le rayonner dans son écosystème. Et c'est ça qui m'anime. Voilà. C'est une des raisons pour lesquelles je travaille avec des professionnels. À l'EM, on m'a proposé de faire des cours à des étudiants. Ça ne motive pas les étudiants parce que je ne vois pas l'impact du rayonnement dans leur écosystème. Ils ne le feront que quand ils auront terminé leurs études. Et je pense que c'est important pour chacun de bien savoir, parce que le leadership, et particulièrement le leadership commercial, devient rayonnant à partir du moment où vous savez de quelle façon vous aimez contribuer auprès des autres. Voilà. Certains aiment rendre service, certains aiment faire grandir l'autre, certains aiment inspirer les autres, certains aiment être dans la proximité. Voilà, et qui vous rend performant commercialement. Et l'important, en fait, c'est de l'identifier et d'être capable de dire ça. Et donc, je pense que dans les discours de ces 5 personnes, très certainement, vous devriez pouvoir retrouver ces éléments-là. Quand j'aide des gens à chercher quelle est leur mission, en fait, la plupart du temps, je pars de moments émotionnels de leur vie qui a été extrêmement intense, dans lesquels ils étaient en rapport avec les autres. Et très souvent, en fait, ils me disent et ils me racontent des moments où, en fait, ils interagissaient avec les autres d'une certaine façon. Et moi, qu'est-ce que je fais à travers les outils PNL? Je modélise. Je dis, bah, regarde ce que tu es en train de faire là. Là, tu es en train d'accompagner l'autre dans sa performance. Ah, ok, mon rôle, c'est un peu de faire grandir l'autre. Ah, là, tu es en train d'inspirer l'autre, tu lui ouvres des portes. On le fait déjà, ça. Il y a un exercice qui est super qui s'appelle l'exercice des 5 amis. Vous allez voir 5 amis, vous leur dites pourquoi tu es ami avec moi. Alors, ils vont faire ce que Florence disait, c'est-à-dire ils vont vous donner des qualités. Ils disent non, ok, d'accord, ça, alors c'est bon pour l'ego, mais ce n'est pas ce qu'on cherche. Dans l'exercice, ce qu'on cherche, c'est de dire ouais, mais quand tu es avec moi, toi, ça te permet d'être qui? Ou ça te permet d'être quoi? Et en fait, si ces amis sont amis avec vous, ce n'est pas par hasard, c'est parce qu'auprès de vous, ils tirent un bénéfice. Et en fait, votre mission, elle est bien celle-là. Tiens, quand je suis avec mes copains, comment je suis? Et qu'est-ce que j'aime faire ou qu'est-ce que j'aime être? Et c'est ça votre mission. Et vous allez vous rendre compte qu'en fait, quand vous êtes bon commercialement, c'est que très certainement, vous arrivez avec vos clients à agir de cette façon-là. Et il y a des clients qui ne vous autorisent pas et qui ne vous permettent pas d'agir de cette façon-là et ne seront jamais vos clients. J'ai terminé. Parfait. C'est bon? C'est bon. Je peux partager avec vous ça s'il y en a qui souhaitent. Alors, je ne sais pas ce que je voulais faire. S'il y en a qui souhaitent avoir des contacts ou reprendre contact, je peux vous renvoyer sur mon blog qui est un blog qui s'appelle oserentreprentre.fr. Il y a, je ne sais pas, 25 ou 30 heures de vidéos, des conférences de moi et d'autres personnes. Voilà, et si vous aimez grandir, vous acculturer pendant ces périodes de confinement, il y a plein d'articles qui sont intéressants aussi, donc n'hésitez pas, il est là pour ça. Super. Oser entreprendre, on l'a en bas du… Oui, exactement, oserentreprentre.fr. Et puis, vous ne le voyez pas, mais là, vous allez le voir, comme ça, vous le voyez mieux. Et puis, j'ai un site internet qui s'appelle www.mevolution.fr. Parfait. Bon, bah super. Hop. Eh ben, merci à tous d'avoir suivi cette visioconférence. Du coup, merci à Raphaël pour ton expertise et ton engagement. Voilà. Alors, attends, je ne te vois plus non plus. Alors, attends, du coup, il faut que j'arrête de partager mon écran. Hop. Ah oui, non, voilà. Ah, c'est ça, parfait. Okay. Bon, parfait. Eh bien, écoute, tu vois, on a réussi à faire cet événement finalement. J'en suis très content et voilà, bah, je vous remercie vraiment tous d'avoir suivi ça. Je vous souhaite une bonne continuation de journée et une bonne reprise d'activité professionnelle dans les jours qui viennent. Raphaël, merci. Merci. Et puis à très bientôt. Merci. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Bon appétit à tout le monde. À bientôt. Au revoir. Merci.